Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous. Le ZCL reprend, comme vous le savez, le 8. Et aussi pas un hasard, on n'a pas choisi le jour par hasard. On aura avec nous tout de suite Georges Calix, qui est politologue. Avec lui, on va faire un petit peu une analyse de ce qui se passe en France en ce moment. Plus tard, on va recevoir monsieur Didier Détouché, lui aussi politologue. Et à la fin, Gilles Casimir, en tant que citoyen, viendra donner son avis. Alors, le débat aujourd'hui, ce sera bien sûr à la France avec ou sans Bayrou. Je crois que la question mérite d'être posée, mais on a déjà la réponse. Et puis on parlera un petit peu de la Guadeloupe dans cette situation, ce qui va se passer. Sinon, très rapidement avec Iman, bonjour. Bonjour Dany. Bonnes vacances, je suppose. Les titres de l'actualité. Oui, aujourd'hui, donc rentrée du ZCL, on est au cœur de l'actualité et on va parler d'événements marquants qui ont pu rythmer la vie de la communauté. Il s'agissait de célébrer la centenaire sur Sainte-Anne qui a été vivement célébré, un mouvement avec sa famille, honoré par le maire de la commune. On parlera aussi de la journée porte ouverte du club Banello, du village des associations sur Bémao, ainsi que de la marche organisée pour sauver l'école Génie en Herbe de Petit-Bourg. Et après le débat, on va recevoir Linda Gomindos pour ça. Alors tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, puisque nos deux politologues sont là. Didier Détouche, merci d'être là. Georges Calix aussi, merci. Vous avez entendu, enfin vous n'êtes pas surpris, vous n'avez pas me dire que vous êtes surpris par ce qui se passe, Georges Calix. Bonsoir à toutes et à tous. Non, puisqu'il s'agit de la chronique d'une démission annoncée. Oui. D'autant plus qu'avec les Républicains, dont on a pensé qu'ils auraient soutenu en tout cas le gouvernement, puisqu'ils ont des membres éminents de leur parti au gouvernement, on constate qu'il y a eu, en tout cas, il est prévu qu'environ une quinzaine de députés de la droite votent en faveur du gouvernement et que par conséquent, il faut compter 340 voix contre la confiance. À mon avis, l'avenir de François Bayrou est plié. Oui, alors moi je pose la question, je poserai aussi la question tout à l'heure à Didier Détouche. Est-ce que c'est seulement Bayrou qui est en difficulté aujourd'hui ou bien c'est le gouvernement, je veux dire au-delà, le président de la République? Les deux. C'est-à-dire que François Bayrou est le président de la République. Il y a eu un pacte de confiance au départ. Mais quand on voit le pourcentage de popularité du président de la République et la convergence il en baisse, de il faut deux le dire, sondages, à la fois Elab et OpinionWay, il est à 17%. Oui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand on voit les analyses de la presse, aussi bien nationale et quelques presses locales, qui, en tout cas, utilisent le vocable pour le mouvement de grève qui va se dérouler le 10. Oui. On ne parle plus de revendications, on ne parle plus de manifestations, on parle de colère. Ce qui veut dire que depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé aux affaires, il y a une forme de radicalisation de l'opinion publique. Et c'est vrai que peut-être que le mouvement du 10 ne sera pas, à mon avis, d'aussi grande ampleur que l'on pourrait l'espérer. Les gilets jaunes, par exemple? Non, jamais. De toute façon, les gilets jaunes n'étaient pas amenés à perdurer puisqu'il n'y avait pas de contrôle du mouvement. Oui. En fait, les sondages montrent que l'opinion est très divisée. Par contre, pour le 18, je suis, si vous voulez, plus inquiet, oui, puisque la colère va s'exprimer plus facilement lorsqu'elle est fédérée par les organisations syndicales. Et c'est vrai que pour le 10, les organisations syndicales, comme l'opinion publique, ils sont très divisés. Alors, Didier Détouche, vous suivez l'actualité française toujours. Vous êtes un politologue et en plus vous enseignez la politique aussi à l'université. Quelle est votre analyse de la situation de la France aujourd'hui? Au-delà même de la démission la démission du départ, je veux dire, de Bayrou. Alors, merci Danick pour cette question. Merci et bonjour. Parce que je crois justement qu'il était très intéressant de situer le problème politique français dans ce que j'appellerais le contexte mondial. D'abord, pour bien comprendre en fait la gravité de cette crise, qui est une crise hybride, qui est une crise pas uniquement politique, mais qui est aussi une crise, selon moi, sociale, peut-être même sociétale, qui est une crise, je dirais, institutionnelle,
bien sûr, et puis qui déborde de plus en plus sur une crise de régime par rapport à la qualité, par rapport à la durabilité de la Ve République. J'y reviendrai. Ce qui se passe sur la scène politique et parlementaire française est, de point de vue historique, mais aussi d'actualité, à la fois tragique et inédit pour la France. Au niveau mondial, la France, ça n'a échappé à personne, est plutôt sur une dynamique offensive de défense à la fois des intérêts de l'Europe, mais également de défense d'un certain nombre de valeurs et de défense, il ne faut pas l'oublier, de l'utilité du droit international, aussi bien dans les affaires politiques que dans les affaires économiques. Or, aujourd'hui, nous avons une résurgence des visées impérialistes de 3 grands empires, qui sont à la fois le bloc Est avec la Russie, le bloc asiatique avec d'abord la Chine, bien évidemment, mais aussi un petit peu l'Inde, et puis le bloc américain, qui n'est plus... Alors, je parle de bloc américain qui n'est plus le bloc occidental, mais qui est un bloc très impérialiste. Le BRICS, c'est entendu. Voilà. Alors, le BRICS, c'est encore autre chose parce que le BRICS, c'est la transversalité de cette émergence impérialiste. Mais on a, en fait, vraiment, de point de vue du leadership à la fois scientifique, économique et politique, eh bien, une autre voie que celle qui a été proposée par l'Europe de longue date, avec la France un peu en étendard de la défense de valeurs plus ou moins humanistes et droits de l'hommiste, etc., ce qui ne l'a pas empêché, loin s'en faut, d'être une nation, même titre que les autres, colonisatrice, et une nation qui bafouait un petit peu ses principes. Alors, aujourd'hui, la voix de la France est l'une des rares voix qui porte encore par rapport à la défense de ces valeurs-là. Les autres valeurs défendues par les autres États, c'est le plus fort qui domine. On va résumer très simplement. Or, que se passe-t-il? C'est vraiment le proverbe quand on vous dit balayer devant votre porte ou autre, c'est que la France, elle a accumulé avec ses crises successives et depuis 2017, l'élection d'Emmanuel Macron qui a représenté quand même une révolution finalement de point de vue institutionnel parce que beaucoup de choses ont changé. Je prends quelques exemples. L'arrivée de beaucoup de femmes, et ça c'est une chose positive bien sûr, au Parlement, qui a augmenté de 40%. On a eu également la société civile qui est entrée en masse dans la sphère politique. On a eu également un rajeunissement des corps et surtout, on va y revenir aussi, une mainmise de l'administration très forte dans le domaine politique. Mais la situation pour la France est un affaiblissement, est un raidissement aussi des milieux d'affaires et des entreprises par rapport à sa, entre guillemets, solvabilité. Et puis, c'est un risque de perte de poids de la parole au sein même de l'Europe qui déjà avait pâti du départ un peu de la Grande-Bretagne, qui en plus doit faire face à la montée des extrêmes partout, y compris en France bien sûr, et en Angleterre surtout. Et puis bien sûr avec ce couple Allemagne-France qui aujourd'hui se voit être contesté par l'Italie. Donc la France, elle est malheureusement dans cette situation-là, dans un grave affaiblissement, et sans compter l'appauvrissement économique qui va s'en suivre. Justement, je retiens ce que vous avez dit au niveau de l'international et de la géopolitique mondiale aujourd'hui, mais on est obligé de revenir un petit peu sur l'actualité. Macron aujourd'hui, est-ce qu'il a la possibilité de refuser une dissolution? Georges? Non, au terme de la Constitution, lui seul peut prendre cette décision. Par contre, la véritable problématique du président de la République, et on peut invoquer tout au moins nos problématiques locales. Un exemple, alors j'ai vu que le président de région l'a rencontré il n'y a pas très longtemps. Mais que peut-il faire? Si on prend l'exemple de la lutte contre la vie chère, il faut modifier pas moins de 7 articles du Code du commerce pour pouvoir lutter contre la concurrence déloyale, lutter contre les parts de marché ou alors faire évoluer la TVA. Pareil, pour faire évoluer la TVA, il faut qu'il y ait une loi de finances. Or, le président de la République n'a pas la possibilité à l'heure actuelle d'obtenir une majorité. Et je voudrais rappeler qu'en l'espace de 8 mois, depuis que François Bayrou est arrivé, il n'y a aucune réforme structurelle qui a été votée par le Parlement. Il n'y a eu que 5 lois, 3 lois pour Mayotte, le cyclone Chido, plus la loi d'orientation agricole et la loi pour la fin de vie. Un pays ne peut pas continuer à vivre dans une situation labyrinthique
de sclérose législative qui fait que, de toute façon, le débat budgétaire doit commencer normalement le 13 octobre. Justement, c'est ça la question principale aujourd'hui. Qu'en est-il du budget? Non, le 13 octobre doit commencer. Impossible à l'heure actuelle. Oui. Il va falloir, avec les négociations. Donc, vraisemblablement, on s'oriente exactement comme l'an dernier. Les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Ça veut donc dire loi spéciale. La loi spéciale permet à l'État de pouvoir prélever, en tout cas l'impôt en particulier, et négociation pendant le premier trimestre 2026 sur un budget qui sera abracadabrantesque, c'est-à-dire on va prendre un petit peu à droite, un petit peu à gauche, et puis on va essayer de construire un budget, mais qui de toute façon ne sera pas un budget de réforme en profondeur. Oui. Mais alors, par rapport à ce que disait tout à l'heure M. Détouche, au niveau international, alors on se rend compte d'une chose, c'est que la France, au niveau international, au niveau national, en France, la situation est compliquée. Pourtant, on voit bien que Macron, il s'est positionné sur la Palestine, il s'est positionné sur l'Ukraine à fond, à telle enseigne qu'aujourd'hui, je ne sais pas, je pose la question et tous les deux vous allez répondre. Est-ce qu'on n'est pas en train de préparer une nouvelle guerre mondiale? Parce que par rapport à la position de Poutine, ce qu'il dit, s'il y a des soldats français ou anglais ou américains qui ont été agressés par les Français. Oui. Qu'est-ce qui risque de se passer à votre avis? Il faut bien comprendre que l'actuel président de la République, il a ce qu'on appelle des pouvoirs propres. Oui. Et dans ces pouvoirs propres, il y a la diplomatie et la politique intérieure. En fait, l'actuel président de la République se concentre sur ces deux éléments parce qu'il ne peut en rien se concentrer sur les logiques intérieures. Donc, toute son énergie, il la met en tout cas au service de la diplomatie et de ce qu'il peut faire. Oui. Maintenant, je voudrais juste attirer par rapport à l'aspect international, Didier, et l'inquiétude qu'il faut avoir par la suite, parce que vous avez bien vu que François Bayrou, quand il dit que la dette, c'est pire que la guerre, que les futures générations seront de toute façon sacrifiées, que le minimum du quotidien des Français sera très largement et très négativement impacté, il a un peu joué le rôle des prophètes de l'Apocalypse. Là où il a certainement raison, c'est que si en février prochain, les deux agences de notation, Moody's et Standard & Poor's, déclassent la note de la France, les taux d'intérêt qui actuellement sont de 3,5% et qui nécessitent l'inscription de 66 milliards au budget, donc plus que l'éducation nationale pour le remboursement des intérêts de la dette, si ça passe de 3,50 à 4,50, c'est 71 milliards qu'il va falloir inscrire. Donc, aucun des partis qui arrivent à l'heure actuelle ne pourra nier les problématiques de la dette. Maintenant, deux philosophies s'approchent, en tout cas ce télescope. Qui fait-on payer? Certains disent, mais faisons payer les plus riches. Les riches, oui. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'on appelle un riche? Faisons payer ceux qui ont plus de 50 millions de patrimoine. Maintenant, jusqu'où peut-on taxer quelqu'un qui a eu la culture du risque, qui investit et qui, par conséquent, a réussi? Jusqu'où on peut le taxer? Maintenant, d'un autre côté, on supprime les 10% d'abattement pour les pauvres, entre guillemets, retraités. Voilà. Donc, si vous voulez, le curseur, personne ne sait là où le placer. Alors, avant de donner la parole à Didier Détouche, parce que vous avez parlé tout à l'heure à 13h, je veux bien vous poser la question. Et la Guadeloupe dans cette affaire? Je disais, on peut vivre sans Bayrou, mais est-ce que la Guadeloupe aujourd'hui peut vivre sans la France? Non, alors, elle ne peut pas vivre sans la France, à moins qu'elle ait une possibilité, un pouvoir institutionnel qui lui donne une certaine autonomie. Ce n'est pas le cas. Qui est perdu en ce moment, visiblement. Mais qui est perdu, mais pas spécifiquement pour la Guadeloupe. Oui. Dans l'état actuel du rapport de force au Parlement, vous croyez que la Constitution sera modifiée pour que les accords signés entre les indépendantistes et les loyalistes néo-calédoniens, qui nécessitent une modification de la Constitution... Qui va maintenir, mais enfin, s'il reste au pouvoir... Mais... Non, mais il ne peut pas réunir le Parlement. Hein? Il a mis l'accord au journal officiel. Il a mis l'accord au journal officiel. Mais, mais ça ne fait pas loi. C'est-à-dire ça ne fait pas loi, le journal officiel? Non, si, c'est là. Ça donne l'information. Oui. Mais il faut voir dans quelle partie. Il y a une partie loi et il y a une partie information. Voilà, premier élément. Alors, pour nous, au niveau de la Guadeloupe, d'une manière ou d'une autre, tous nos dossiers sont systématiquement à l'arrêt. Bruno Retailleau a évoqué il n'y a pas très longtemps la nécessité de drones, de vedettes rapides, mais il faut d'une loi de finances. Avec quelle majorité on la vote? C'est fini tout ça. C'est fini tout ça. Voilà, tout simplement, on rentre dans une période de très grave instabilité politique. Alors, la question, Didier, c'est bien sûr la question de la dissolution. Et qui, au point de vue de ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut attendre?
Oula, alors, qu'est-ce qu'on peut attendre? Pour la France, d'abord, avant de venir sur la Guadeloupe, d'abord. Oui, d'accord, pour la France, d'accord, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Bon, très honnêtement, il y a, moi je regardais un petit peu dans l'histoire, sous la Troisième République, il y a toujours eu des crises politiques. Mais cette fois-ci, le degré de gravité est lié à deux éléments. Premièrement, la conjonction d'une très grande colère sociale, qui en plus a des formes qui rappellent un peu les Gilets jaunes, mais qui est en fait une forme qu'on n'a pas vue depuis très longtemps, qui remonte à l'époque des jacqueries révolutionnaires, où à n'importe quel moment, vous pouviez avoir des mouvements de foule qui se dirigeaient vers Paris, et aujourd'hui, et qui bloquaient Paris, et qui pouvaient changer de régime, en fait. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation où, de point de vue numérique, il y a des réseaux sociaux, il y a une communication qui est faite entre l'ultra-gauche, les anarchistes, des révolutionnaires de tous bords, et avec des réseaux sociaux que même les services de renseignement n'arrivent pas à infiltrer. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un grand risque de déstabilisation de la société, avec le blocage de certaines institutions, avec le blocage numérique aussi, via Internet, le hacking de certains sites vitaux, publics ou privés. On peut vraiment déborder dans des choses qu'on croyait dystopiques, qu'on croyait de l'ordre de la fiction, mais que certains films ont montré. Alors, il y a aussi... Alors sans être dans la paranoïa, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, on ne sait pas quel est le niveau de danger d'un blocage de la société française tel qu'il a été proposé pour le 10 septembre. Et aussi, comme le disait Georges, quel sera le niveau de colère que l'on va retrouver dans la rue avec des mouvements sociaux. Généralement, l'indicateur du degré de force des mouvements sociaux et de la grève, c'est quand les jeunes sont dans la rue. Oui. Les jeunes, que ce soit les élèves des lycées ou les étudiants. Ça, on ne sait pas non plus ce que ça va donner, quelle est la capacité de mobilisation qui avait un peu diminué ces dernières années. Donc, on verra. Ça, c'est le premier élément. Mais il y a aussi un élément qui est que il y a eu une disparition du fait majoritaire et les sondages montrent au sein de l'Assemblée nationale qu'on ne va pas forcément aller vers la constitution d'une majorité s'il y a une dissolution de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que c'est une solution qui n'est pas aussi évidente qu'elle n'en a l'air, d'autant plus qu'il y a eu déjà ce précédent d'un échec de la dissolution d'Emmanuel Macron il y a un peu plus d'1 an. Ensuite, il y a, avec la conjonction de ces deux éléments, donc risque social et impasse politique, il y a celui de l'impuissance publique, l'impuissance de la puissance publique. Et je crois que c'est l'élément qui n'apparaît peut-être pas en tant que tel, comme ça, le plus visible de ce qui se passe en ce moment, mais qui en réalité est en gestation depuis quelques années, parce qu'il y a eu, de mon point de vue, là c'est vraiment le chercheur qui s'exprime sur ce qu'il observe, il y a eu un fossé qui s'est creusé entre l'administration, la haute administration française, qui défend tout un certain nombre d'intérêts, qui a la même mise sur tout un certain nombre de domaines, et notamment dans les Outre-mer, et qui maintient un certain statu quo et un certain fonctionnement de l'État français. Et la sphère politique, où là, des politiques se sont vus un petit peu dépossédés, d'abord par les leaders, président de la République, Premier ministre, ou les grands chefs de parti, et puis ensuite... par le fait que beaucoup de politiques ont été remplacés lors du grand remplacement, entre guillemets, sans jeu de mots, politique opéré par Emmanuel Macron, d'abord en 2017 et un petit peu aussi en 2022. Ce qui veut dire que la classe politique, elle est pratiquement seulement à 1/3 de ce qu'elle était avant, il y a quelques années, il y a 10 ans, et ceux qui ont arrivé étant dépourvus de réelles sphères d'influence, de pouvoir, comment dirais-je, de pression sur des institutions, qu'elles soient locales ou au niveau national, se sont retrouvés cantonnés à une discipline de parti qui, conjuguée à la disparition des partis politiques, sauf pour le RN, a donné l'éclatement que l'on a actuellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est durablement que le paysage politique est fragmenté, que cela correspond aussi à une fragmentation du corps social, puisque la France est divisée en de multiples communautés désormais aux corps sociaux, des paysans aux start-upers, en passant par les communautés venant des Outre-mer ou des anciennes grandes colonies françaises. Voilà, on a un peu de tout désormais, et ces blocs s'affrontent de façon
très virulente. Donc, je ne peux pas prédire, bien évidemment, ce n'est pas mon rôle, mais je ne peux pas prédire ce qui va se passer. Oui. Mais il faut être attentif au fait que la dynamique de division politique risque de durer et par fragmentation de nous donner soit un pouvoir politique extrêmement autoritaire dans quelques temps, dans quelques années, soit une instabilité politique qui va nous entraîner dans une crise économique. Mais alors justement, j'avais posé une dernière question avant la pause, c'est la question du RN, parce que quand on voit un peu les sondages, le RN est supérieur même à la gauche unie. Oui. Et au bloc ensemble, on n'en parle pas. Est-ce que vous pensez que si le RN arrive, s'il y a une dissolution, le RN prend le pouvoir, que la France pourra gérer cette situation? Alors, la question c'est est-ce que la France pourra gérer? On verra. Est-ce qu'au niveau international, on pourra gérer la France? On verra. Mais la question est aussi, est-ce que les Guadeloupéens sont prêts à ce que Marine Le Pen ou Jordan Bardella arrive au pouvoir? Ceci dit, il faut noter une chose très importante. Je le précise, moi j'ai toujours tenu à appeler un chat un chat. J'ai toujours dit que le Rassemblement national, c'était l'extrême droite. On aime ou on n'aime pas, mais c'est l'extrême droite en termes d'idéologie. Par contre, elle était refoulée un petit peu du pouvoir grâce au Front républicain. Le Front républicain, qui consistait en l'alliance de différents partis politiques pour faire passer un candidat qui ne soit pas du RN de toute façon, a fonctionné un temps. Il ne fonctionne plus. Les politiques n'en veulent plus du tout. Et d'autre part, il y a dans le paysage politique à la fois une extrême droite et une extrême gauche qui ont eu tendance à devenir républicaines. Donc aujourd'hui, moi, je parle d'extrême droite républicaine parce que de fait, le Rassemblement national n'est plus seulement la petite extrême droite sur le côté qui profère des propositions antisémites et anti-migratoires. C'est un parti politique que les Français ont placé en tant que droite. Oui. Aujourd'hui qui existe. Les LR comptent beaucoup moins politiquement désormais que le RN. Donc le RN est le parti qui est le plus à même, d'un point de vue de la structuration, de la méthodologie politique, de la perception qu'en a l'opinion publique. Oui. C'est un parti qui, grâce à la dédiabolisation également, est aujourd'hui tout à fait considéré comme le parti qui doit prendre le pouvoir, qui peut occuper le pouvoir. Et Emmanuel Macron, dans le choix du Premier ministre, se pose certainement la question de mettre Jordan Bardella au pouvoir ou pas. Et de façon durable, occuper le pouvoir de façon durable? Ça dépendra du Rassemblement national. Mais c'est vrai que quand vous voyez que même les affaires judiciaires n'ont pas réussi à véritablement déstabiliser ce parti qui a emprunté des voies assez gaulliennes, mais qui en même temps est très ancré dans la gauche et dans le social, et dans les classes, les classes les plus paupérisées et les classes moyennes, qui est très très ancré aujourd'hui, un peu comme le RPR pouvait l'être à une certaine époque. Et donc ça peut durer longtemps. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une guerre des chefs, une grosse division dont on ne parle pas encore, qui là encore risque d'exploser plus vite qu'on ne le pense et de limiter les ambitions du Rassemblement national. Mais il ne faut pas se voiler la face. Comme on dit que l'oreille chien dit dans l'œil blanc, mais c'est vrai que Marine Le Pen a réussi à faire de son parti une vraie machine de guerre électorale qui passe même auprès, par exemple, je pense, des électeurs de la communauté juive, qui aujourd'hui sont adhérents même du Rassemblement national pour certains. Donc il y a vraiment une révolution qu'on n'a pas vu venir, mais aujourd'hui le RN répond à la colère par sa tradition idéologique, répond le plus parfaitement à la colère. LFI, c'est encore autre chose, parce qu'LFI a beaucoup d'électeurs, la France insoumise, mais avec LFI, il y a un problème de discours qui ne passe pas au niveau de la société française sur tout ce qui concerne, bien sûr, l'antisémitisme présumé de Mélenchon. Bien, dans la deuxième partie de l'émission, on va recevoir tout à l'heure M. Gilles Casimir en tant que citoyen. On va revenir un petit peu sur tout ça, mais aussi on va parler particulièrement de la Guadeloupe, puisqu'il y avait, Didier est bien placé pour le savoir, un congrès qui est aujourd'hui suspendu, je ne sais pas à quoi. On va en parler. Il est 12h57, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite et la fin de ce premier débat du ZCL sur la France après Beyrouth et la Guadeloupe avec ou sans la France. À tout de suite.